Vous êtes peut-être déjà demandé comment est-ce qu'on peut réussir à outiller les familles avec des services d'ergothérapie sans venir les surcharger davantage. Donc, comment on peut les former, comment on peut leur montrer de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies, sans venir ajouter un poids de plus à leur quotidien. C'est ce qu'on s'est posé comme question dans le cadre du projet Force. On s'est demandé comment on peut venir renforcer les capacités des familles sans venir les surcharger davantage. Nous avons posé cette question-là à 19 parents et 22 ergothérapeutes en juin 2021 lors de forums virtuels. Dans cette capsule, nous vous partageons les principales idées qu'ils ont eues pour relever ce défi. Donc, la première idée, c'est de s'assurer d'un bon accès, donc de faciliter l'accès aux services d'ergothérapie dont ils ont besoin. Donc, les familles nous ont mentionné avoir besoin d'un accès rapide aux services, donc d'éviter les longues listes d'attente le plus possible, mais aussi d'avoir accès aux services gratuitement ou à faible coût, et ce, pour une longue période. Donc, en évitant les interruptions de service ou les changements de chaise, puis les changements d'intervenants. Donc, pas de ciao bye, c'est fini avec moi. On a fini nos 4 séances auxquelles on avait droit. Donc, maintenant, même si vous avez encore des besoins, vous devez retourner sur une autre liste d'attente pour avoir des services. Donc, on essaie de faciliter l'accès en premier lieu. Ensuite, les parents puis les ergothérapeutes nous ont partagé l'importance d'être sensibles aux répercussions négatives possibles du suivi en ergothérapie sur l'enfant et sur sa famille. Donc, bien sûr, quand on offre des services, on veut surtout faire du bien, on veut aider. Par contre, est-ce que nous sommes assez conscients, assez sensibles que le suivi en ergothérapie peut exiger beaucoup à l'enfant, à ses parents et même parfois à ses frères et sœurs? Donc, les participants nous ont parlé de l'importance finalement pour l'ergothérapeute d'être sensible à ça, puis d'essayer d'éviter que les services privent trop régulièrement l'enfant d'activités importantes pour lui, que ce soit à l'école, à la chorale ou au basketball. Donc, on veut aussi éviter les répercussions négatives sur le parent. On veut éviter de lui mettre une pression supplémentaire sur ses épaules à chaque jour, de se sentir coupable, de sentir qu'il doit absolument faire telle ou telle activité pour être un bon parent ou pour bien s'engager dans le suivi en ergothérapie. On veut éviter de lui mettre de la pression puis de le priver lui aussi de jouer d'autres rôles importants pour lui, donc d'avoir à se déplacer à l'autre bout de la ville en plein milieu de sa journée de travail. Peut-être que c'est pas facilitant pour son rôle de travailleur, puis peut-être qu'il y a même plus de temps pour avoir des loisirs. Donc, la troisième idée qui est ressortie, c'est qu'il est essentiel d'offrir des conditions flexibles dans nos services d'ergothérapie. Donc, c'est pour ça qu'on a imaginé ça avec un menu. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir un menu de service, donc de proposer différentes options aux familles pour qu'elles puissent choisir les conditions qui leur conviennent le mieux à elles. Parce qu'on peut pas prendre pour acquis qu'une famille va préférer avoir une rencontre par semaine le mercredi à 16 heures à la clinique pour toujours. Les participants nous ont surtout dit qu'il fallait s'adapter aux familles par rapport à l'endroit où on va offrir le service. Est-ce que c'est à domicile, à la clinique, au parc, à l'école ou ailleurs? Ils nous ont aussi mentionné que c'était important d'être flexible quant à la fréquence des suivis puis au moment des suivis. Certains vont vouloir une grande intensité, vont pouvoir se le permettre pendant un certain temps, mais d'autres n'auront pas la disponibilité pour une grande intensité ou pour venir à chaque semaine en ergothérapie parce qu'ils ont déjà de l'orthophonie, de la physiothérapie, des rendez-vous médicaux et tout le reste pour leurs différents enfants, pour eux-mêmes. Donc, il faut être flexible. Il faut voir est-ce que la famille est disponible en ce moment, puis oui, à quel point. Donc, il faut pas prendre pour acquis qu'une famille veut nécessairement
un Big Mac, faut plutôt penser peut-être qu'on peut lui proposer différentes options, un peu comme chez Subway. C'est ce qu'un participant nous a dit, pour dire est-ce que on veut de la salade, de la mayo, des olives. Donc chacun peut choisir vraiment ce qui correspond le mieux à ses besoins. Ensuite, la quatrième idée qui est ressortie, c'est l'importance pour l'ergothérapeute de prendre le temps de prioriser les interventions, prioriser les objectifs en collaboration avec l'enfant et sa famille. Donc, on vise ici à ce que les services travaillent vraiment ce qui est le plus important pour eux, puis ce qui va faire une plus grande différence dans leur quotidien. Donc, l'idée, c'est de pas prendre pour acquis que la famille d'un enfant de 4 ans veut nécessairement prioriser la préécriture parce qu'ils rentrent à la maternelle bientôt. Peut-être que leur routine du soir ou encore celle du matin est infernale, puis qu'ils voudraient d'abord travailler cela avec l'ergothérapeute pour ensuite être plus disposés à travailler sur la préparation à la maternelle. En même temps, certaines familles nous ont aussi mentionné avoir besoin d'être guidées par l'ergothérapeute puis d'avoir des suggestions d'activités ou d'objectifs qui vont être à la fois motivants mais aussi réalistes pour leur enfant. Donc, à ce sujet-là, un parent nous a partagé qu'un ergothérapeute avait changé la vie de leur fils en osant lui proposer de faire du skate alors que l'enfant avait un trouble développemental de la coordination. Donc, pour eux, cette proposition-là, mais aussi l'accompagnement que l'ergothérapeute a offert par la suite pour réaliser cet objectif-là, a été extrêmement signifiant. Ensuite, la cinquième idée ressortie lors des forums, c'est l'importance de ne pas bombarder les familles d'informations ou d'outils. Donc, leur envoyer plein de choses à regarder, à lire, sans nécessairement leur expliquer comment ça s'applique avec leur enfant, sans nécessairement s'assurer que le langage soit adapté. Donc, les participants nous ont dit que c'était important de bien doser, d'adapter la quantité d'informations aux familles, puis il a été conseillé d'adapter le langage utilisé, donc d'éviter d'utiliser trop de jargon d'ergothérapeute comme comment puis-je vous habiliter à habiliter votre petit être occupationnel à réaliser les occupations les plus signifiantes pour lui. C'est bien beau tout ça, mais peut-être que ça parle pas à tout le monde. Concrètement, ne pas bombarder peut aussi vouloir dire de donner la bonne quantité d'informations puis d'exercices aux parents, puis de leur partager graduellement. Donc, ne pas nécessairement avoir une liste de 20 activités à faire, mais peut-être en cibler une avec eux à chaque semaine, puis essayer de l'intégrer le plus possible dans leur routine et non en surplus. Il y a un parent, en pensant aux programmes d'activités qui sont parfois donnés par des ergothérapeutes, aux familles qui nous a partagé, on est très vite surchargé. N'importe quoi chaque jour n'est pas réaliste, même 2 minutes. Donc, attention à ces programmes. Validez d'abord si la famille est disponible et motivée à réaliser d'autres activités à la maison, puis vraiment tenter de les intégrer le plus possible dans leur routine plutôt qu'en surplus. Il est également important de prendre le temps d'expliquer l'importance de l'exercice qui est proposé ou de la stratégie qui est enseignée. Pourquoi on montre ça? Pourquoi c'est intéressant pour leur enfant? Puis, faut les soutenir pour appliquer ces stratégies-là. Donc, on donne pas de l'information tout court. On parle d'une stratégie, mais après ça, on peut faire une démonstration, on peut l'essayer ensemble pour que ce soit moins gros pour le parent, finalement, à essayer seul à la maison, pour qu'il ait déjà eu une expérience positive avec cette activité-là ou cette stratégie-là. Ensuite, la 6e idée, c'est justement de prendre le temps. Donc, c'est très important de prendre le temps d'abord de créer un lien avec l'enfant, avec sa famille, d'apprendre à les connaître, de connaître mieux leur routine, puis ce qui est le plus important pour eux. Ensuite, les participants nous ont aussi souligné l'importance de prendre le temps d'expliquer le rôle de l'ergothérapeute, puis comment les recommandations ou la théorie vue ensemble dans une capsule ou dans une formation s'appliquent concrètement à leur enfant. Il est aussi proposé par les participants que l'ergothérapeute prenne le temps de faire des suivis réguliers
avec les parents qu'ils souhaitent pour voir comment ça se passe à la maison ou pour offrir des disponibilités s'ils ont des questions. Maintenant, la 7e idée, c'est l'importance de faire ressortir le positif dans les interactions avec l'enfant et les parents. Donc, de ne pas se centrer uniquement sur les défis qui sont rencontrés, mais aussi de s'assurer de nommer les forces de l'enfant, de féliciter l'enfant et ses parents pour leurs efforts, puis de souligner les progrès, même quand ils sont très petits. À ce sujet-là, un parent a abordé l'importance que l'ergothérapeute soit là pour souligner les petites victoires avec eux. Donc, les petites choses qui ont changé. Des fois, il nous disait que les parents pouvaient ne pas le voir parce qu'ils étaient avec leur enfant à tous les jours, mais qui appréciaient drôlement quand un ergothérapeute venait observer, puis venait valider qu'il y avait eu un progrès. Donc, de nommer ces petites victoires-là, c'était signifiant pour les parents. La 8e idée, c'est l'importance de se concerter en équipe. Donc, en équipe, oui, l'ergothérapeute, l'enfant, la famille, mais aussi beaucoup avec les autres personnes, les autres intervenants qui vont évoluer autour de l'enfant. De nombreux parents ont rêvé lors des forums que les intervenants se parlent davantage, qu'il n'y ait pas besoin de tout répéter à tout le monde à chaque fois qu'ils ont un rendez-vous. Alors, à ce sujet-là, il y a certains participants qui ont proposé des rencontres avec la famille et l'ensemble des intervenants impliqués, qu'ils soient au centre de réadaptation, à l'école, à la garderie ou ailleurs. Puis plusieurs autres ont, quant à eux, proposé de miser sur le soutien d'un intervenant pivot qui serait là pour accompagner la famille puis assurer la continuité à travers les différents services, pour ne pas que la famille se ramasse finalement à jouer ce rôle également. La 9e idée et dernière qui est ressortie lors des forums, c'est de s'assurer d'offrir du soutien aux familles qui en ont besoin pour qu'elles puissent réellement s'engager dans les services d'ergothérapie. Donc ici, on peut penser à du soutien financier, mais on peut aussi penser aux prêts de matériel spécialisé lorsque c'est requis, ou même à la possibilité d'avoir une personne qui viendrait à la maison régulièrement les aider à mettre en place les recommandations ou à faire les exercices qui sont proposés par l'ergothérapeute. Un parent a proposé à ce sujet-là d'avoir une personne qui viendrait nous soutenir à domicile, qui serait, mettons, une wannabe ergo, soit une étudiante en ergo, une stagiaire, une aide éducatrice. Je la paye pas pire comme gardienne pour qu'elle nous aide à faire les exercices. Alors, voilà une job intéressante pour des étudiants. Alors, en terminant, nous espérons que cette capsule vous aidera à prendre un pas de recul pour voir comment vous pouvez arriver, avec vos services d'ergothérapie, à venir outiller ou renforcer les capacités des familles dont un enfant présente des besoins particuliers, sans venir les surcharger davantage. Alors, on vous remercie beaucoup de l'attention, puis on remercie également tous les participants pour leurs idées.